Bonsoir à toutes et tous. S'il y a des noms francophones, les deux, yes, maybe I should speak in English for that part. If you need some translation from French to English, you have some stuff. Donc bonsoir, je m'appelle Jean-Michel Géridan, donc je suis le directeur général du Centre national du graphisme et directeur artistique de la Biennale de design graphique. Alors je suis ravi de vous retrouver. Je ne vais pas faire en ce week-end de retrouvailles tout un long discours sur le temps qu'on a traversé, faire semblant de pleurer, ou décrocher quelques larmes, parce que voilà, on est juste content de voir des conférences, de voir des expositions, de voir des cours ensemble, et je pense que l'essentiel, il est un petit peu là, d'augmenter notre pratique et les objets de transmission les uns avec les autres. Donc ce soir, deux conférences, Grégoire Romanet et Fadette Médier, au sujet de leur collaboration sur l'exposition Feuilles volantes de Fanette, puis André Baldinger et Toine Vu qui traiteront de cette question qui est assez intéressante à mon sens. Chaumont vit du graphisme, mais pas tant que ça en fait. Plutôt à la limite, Chaumont vit du festival de l'affiche, qui serait beaucoup plus juste, et ils viendront traiter de quels sont les rapports et les objets à trouver pour véritablement devenir en fait un objet graphique à part entière. Plus tard, un petit changement de salle, puisqu'il y aura un défilé organisé par David Bourselot, et avec des choses assez intéressantes. Si vous aimez les lions, la ganja, les racons laveurs et les hérissons, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. D'autre part, demain, on enchaîne... ah pardon, bien sûr, j'ai oublié ce soir... on pourra se retrouver à la salle des fêtes avec nos amis de Moïse Cyril Carcasse, Hassanka, Pop et compagnie, donc jusqu'à 1h30, 2h. Et on enchaîne le lendemain matin avec Via Studio à 11h. Et là, je ferai un autre rappel sur ce qui va se passer le samedi. Des choses qui ne sont pas inscrites dans le programme, parce qu'un festival, c'est aussi des offres et des gens qui s'incrustent, et c'est plutôt cool. Donc nous avons Forme de lutte en fait qui est là et qui sera présent. Là c'est plutôt dimanche lors d'un brunch au marché couvert de Chaumont en plein centre-ville, et aussi des éditeurs, puisque normalement nous avons toujours un salon de l'édition au mois de mai, mais hélas avec les conditions sanitaires, c'est là où il faut pleurer. Avec les conditions sanitaires, hélas, on n'a pas pu le tenir, et certains éditeurs nous ont fait la demande en fait, de pouvoir disposer d'un lieu pour présenter leur ouvrage et même discuter avec vous. Et donc ça se passera à l'espace Bouchardon, et donc nous aurons le plaisir d'avoir les éditions 205, d'avoir P42 et surtout le lancement de la revue Back Office qui se fera là-bas à 15h, et les éditions 369. Mais j'en ai déjà trop dit, je vous souhaite une très très belle soirée, et avec nos invités. À vous. Bonsoir, merci Jean-Michel pour cette invitation et l'invitation à exposer aussi. Et justement, cette occasion aussi de faire cette conférence avec Grégoire. Et on a pensé que c'était intéressant justement d'avoir cette possibilité de présenter de manière un peu globale toutes les collaborations qu'on a pu mener au fil du temps. Et voilà, à la fois, c'était souvent sur des projets d'exposition, voire de performance parfois. Et du coup, on voulait vous présenter de manière quasiment chronologique les différents projets sur lesquels on a travaillé, pour finir sur les feuilles volantes et expliquer toute notre démarche et la façon dont on travaille ensemble. Donc la conférence est présentée sous forme d'une accumulation d'images qui peut parfois être un peu brouillon, mais qui en tout cas, je pense, est à l'image de la façon dont on peut travailler.
Donc voilà, Grégoire. Bonsoir. Merci Fanette de partager ton temps de parole avec moi ce soir. On peut peut-être déjà commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Donc on s'est connus aux Arts décoratifs de Strasbourg. Donc, on peut dire que c'était une belle époque. Oui. Une belle école, on a eu de bons moments. Et ensuite, Fanette a rencontré Pierre Bernard. Et grâce à Fanette, moi j'ai suivi aussi ses pas et on s'est retrouvés voisins comme ça d'ateliers. On a collaboré comme ça aussi au sein de l'atelier de création graphique pendant quelques années. Donc on a été diplômés des Arts Déco de Strasbourg, moi en 2000 et Grégoire en 2001. Et en fait à Strasbourg on était en colocation pendant une période parce qu'en fait Grégoire est en couple avec ma meilleure amie qui s'appelle Betty Beaune, son nom de dessinatrice. Donc voilà, on a cette amitié à la base, et puis finalement, le fait qu'on était tous les deux dans le champ du design graphique, on partageait aussi cette passion de notre métier. Et donc moi, je suis rentrée après une période chez Pierre Michaud à l'atelier de création graphique. J'ai dû rentrer en 2001. Grégoire, c'était en 2001, je crois. 2002. Donc c'est un endroit effectivement où on a appris à travailler ensemble au quotidien sur des projets très appliqués dans le cadre de cet atelier. Et c'était un vrai plaisir de partager justement ce goût du graphisme au sein d'un atelier avec des tas de commandes d'identité visuelle, de brochures, de livres qu'on a pu poursuivre l'apprentissage qui avait été initié aux Arts Déco. Donc on a pu faire la fête aussi, à de nombreuses reprises. Et ensuite, moi en 2005 et Grégoire en 2006, il y a toujours un temps de battement d'une année, on a commencé à être chacun graphiste indépendant et voilà, à faire des travaux variés dans le champ culturel. Donc là, on a mis quelques images de production qu'on a pu réaliser au fil du temps. Alors aussi, on a une passion, tous les deux, de dessiner aussi nos propres outils, parfois qui alimentent des commandes, qu'elles soient publiques ou pour des projets plus personnels. Et déjà, au sein de l'atelier de création graphique, il y avait comme ça une excitation partagée autour des questions du design et du graphisme. On s'entraînait pas mal quand même dans le graphisme. Ah oui, Fanette m'a demandé, juste parce que je pense que vous connaissez pas mal son travail, d'introduire, juste vous dire en quelques mots comment je suis arrivé à la scénographie, puisque moi je suis graphiste, mais aussi scénographe. Et en fait, je suis arrivé à la scénographie par les images. Donc, ce qui est un petit peu singulier, d'ailleurs, ça a pu me poser quelques petits problèmes de structure au début. Que j'ai dû apprendre à résoudre, mais voilà, donc c'est la mise en scène de l'image et s'adresser tout le temps à des lecteurs. En fait, c'est vraiment le cœur de mon travail scénographique, c'est la mise en scène de la lecture sur les différents plans. J'ai été amené aussi à créer des situations de lecture avec des objets mobiles, ce genre de choses pour des écoles. C'est ce genre de choses. Et aussi, il y a une dimension qui est importante que vous allez retrouver dans nos collaborations, c'est la question des matériaux. Nous aussi, on est sensibles l'un et l'autre à cette dimension. Et il y a une dimension qui m'intéresse beaucoup dans la scénographie, c'est bien sûr la fonction, mais la fonction et la poésie, c'est-à-dire aussi la trace qu'on laisse dans les mémoires après une exposition. Alors voilà, toutes ces deux choses peuvent s'alimenter de façon conjointe. Donc en fait, effectivement, les choses se sont faites petit à petit et on a la première collaboration vraiment pour un projet d'exposition. C'était pour un tout petit projet en 2007 au service culturel de Gentilly pour lequel je travaillais comme graphiste pour faire des brochures ou différents types de projets. Et là, j'avais une sorte de carte blanche sur un projet éditorial qui s'imprimait tout au long de l'année. Et du coup, l'objet que vous voyez en premier plan, c'est une sorte de livre en bois qui accueillait une planche d'impression qui, chaque mois, était imprimée avec une couche chez les arts graphiques.
et qui du coup, c'était à la fin de l'année, l'idée était que les gens puissent plier cette planche et se retrouver avec un livre. Donc il y avait la narration qui s'écrivait aussi au fil du temps. Donc c'est des choses qui ont été ensuite récurrentes parfois dans mon travail et sur d'autres projets. Et donc c'était Betty Bone qui écrivait le texte que j'avais du coup, parce qu'elle est autrice à la fois du texte et des images sur différents projets. Donc c'est un travail aussi mené avec Betty Bone. Donc Grégoire avait imaginé effectivement ce mobilier, et il y avait en même temps une exposition qui avait lieu dans le service culturel de Gentilly, qui était juste un bureau d'accueil et qu'on avait transformé en espace d'expo. Donc il y a des choses, donc c'est avec des moyens assez rudimentaires, il y avait peu de budget, on était un peu dans du bricolage. Voilà, et on devait vraiment s'adapter à un endroit existant, mais on trouvait assez drôle aussi qu'il y ait la secrétaire qui soit au milieu de l'exposition et qui ait une plante verte et tout cet espace d'accueil qui se transformait tout à coup. Et donc, il y a des choses qu'on a retrouvées ensuite dans nos propositions ultérieures. Alors, moi, donc pour cette première collaboration, je me suis inscrit dans le travail artistique et conceptuel de Fanet pour cette proposition. Et on voit déjà les prémices de choses que vous allez voir plus tard, mais mieux développer, parce que là c'était assez basique. C'est-à-dire de servir des supports, par exemple des affiches qui ont un certain format, comme éléments scénographiques. Voilà, aussi la question du signe, parce que par exemple cette espèce de meuble fait de livres devait exister à différents endroits de la ville, comme un appel à la lecture. Voilà, donc la question du signe et la question des matériaux. Voilà. Il y a la dimension à la fois assez brute des matériaux comme le bois, de la façon dont ils s'inscrivent dans l'espace, avec une forme de côté archétypal aussi parfois, où le matériau se développe comme un signe de manière assez simple. Et là, il y a effectivement cette présence de l'affiche à l'horizontale qu'on a pu réutiliser dans d'autres expositions. Et l'affiche qui sert ici aussi de fond pour organiser, alors là pour un côté plus utilitaire de mobilier, mais aussi, comme on peut le voir sur, par exemple ici, qui sert de support, de fond à un ensemble de pièces graphiques qui sont exposées. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve ultérieurement. Donc là, c'est le deuxième projet sur lequel on a collaboré, qui s'appelle Incroyable, qui était une exposition qui était à la fois l'organisation et le design d'un espace convivial pour le festival de Chaumont de 2009, et qui était aussi une exposition de fin de résidence, parce que j'avais fait une résidence comme graphiste à Chaumont, où j'avais invité des auteurs à créer justement un texte qui ensuite était transformé en livre. Et il y avait tout un travail éditorial qui avait été développé entre 2007 et 2009. Et du coup, on a eu cette idée, moi c'était une intuition que j'avais de travailler sur un espace qui soit comme une sorte de feuille blanche sur lesquelles s'inscrivent de manière assez finalement simple et archétypale un mobilier qui reprenne des éléments liés à l'impression. Cette notion d'impression qui était justement au cœur du travail engagé à Chaumont. Et donc Grégoire a travaillé sur, là on voit la maquette, ce qui est assez drôle aussi ce rapport à la maquette dans son travail. Parce que moi en fait je fais pas d'image 3D, je sais pas faire. Donc c'est vrai que pour présenter les projets ou les faire exister, la maquette c'est une étape indispensable, même pour la construction, même pour aborder le volume. Travailler parfois le volume en direct, c'est une bonne approche. Donc il y avait des barres chromatiques qui étaient aussi des barres, donc il y a une sorte de relation aussi à la langue. Il y a des bancs qui étaient comme des traits de coupe un peu, et il y avait l'hirondelle qui était le point focus et qui était un mini espace d'exposition qui était fermé le soir et ouvert la journée.
et du coup qui avait été organisée comme une table. Donc l'idée c'était aussi que les gens dansent le soir sur cette feuille géante. Donc il y avait une musique qui a été créée par Andrew Sharpley qui avait justement créé tout un album qui n'est jamais sorti en tant que tel, mais en tout cas qui a été réfléchi de manière voilà, comme un projet global, et du coup qui a été créé à partir de sons d'impression de l'imprimerie rotative qui est située à Chaumont pour le journal de la Haute-Marne. Donc il avait recueilli des sons, et à partir de ces sons de machine, il avait recréé toute une musique. Donc il y avait l'idée vraiment d'avoir cette espèce de mise en volume de l'acte d'imprimer de manière assez festive. Donc ça, c'est le fameux lieu d'exposition au cœur même de cette grande feuille blanche. Là, il était question en fait de créer un espace d'exposition avec tous les objets édités et reliés dans les grands cahiers. Et en fait, les enjeux, c'était de pouvoir fermer cet espace quand il y avait le concert et quand il y avait, on devait pouvoir l'ouvrir et le fermer. Et quand tout à l'heure on vous a montré le premier projet aussi, il y avait là une évidence, par exemple, moi ce que j'aime aussi, c'est travailler avec les objets de Fanette. Par exemple, les affiches ont un format. Moi, je travaille à partir de ce format, ça détermine une construction, un objet. Je me sers de ces affiches pour articuler les volets, ça devient des ailes. Enfin, voilà, tout s'articule entre la fonction et la poésie, puisque ça devient aussi un écrin, une embarcation quand tout le monde est assis dedans. Il y a toujours cette question-là du signe et comment les différents plans de lecture se démultiplient dans l'espace et dans le temps. Et étant donné que c'était un espace de restitution justement de la résidence, ce qu'on voit à l'extérieur, c'était des lettres qui avaient été déployées l'année d'avant, qui étaient aussi faites dans le cadre de la résidence. C'était un projet qui s'appelait Circus. Et là, il y avait le mot volume qui était justement dans cette analogie à la fois entre l'édition et la musique. Et aussi des affiches qui avaient été réalisées, les affiches de spécimens qui avaient été réalisées avec tous ces éléments techniques d'impression dans le cadre d'une commande qui avait pris place à Chaumont également. Donc l'exposition des objets imprimés et des livres à proprement parler, elle se déployait dans des sortes de livres géants qui étaient reliés par des signets très grands qui étaient accrochés au centre de la table. Et il y avait les textes écrits par les auteurs qui étaient lus, en fait on pouvait les écouter avec des casques. Et il y avait tous les éléments qui étaient reliés. Pourquoi on a parlé du bois tout à l'heure, donc le titre de la conférence, l'encre et le bois. Moi, il m'a semblé aussi important à un moment donné de ne pas rajouter de la couleur ou du signe à l'univers déjà bien travaillé de Fanette. Il y a comme ça une espèce de réserve peut-être un peu plus minimaliste, voire je sais pas, brutaliste, qui accompagne le mouvement graphique sans chercher forcément qui l'accompagne. Et du coup, ça me permet aussi de me concentrer vraiment sur l'échelle de travail, sur l'usage, sur le signe, ce que ça évoque, ou sur le temps aussi, par exemple. Donc là, on voit que c'était devenu, par exemple, cette hirondelle qui était le lieu d'exposition est devenu idéal pour faire des lectures, par exemple. En ouvrant juste quelques volets, ça devenait une espèce de mini-théâtre. Oui, ouais. C'était justement dans la lecture des livres qui avaient été produits pendant la résidence. Donc ça répondait à un usage qu'on avait imaginé au préalable. Donc l'année suivante, on a travaillé sur l'exposition Dans la Lune. Donc Dans la Lune, c'est un projet qui continue d'évoluer d'ailleurs de manière plus éditoriale maintenant. Mais du coup, j'avais été invitée à exposer au Centre d'art pour les enfants à Tinqueux, à côté de Reims. Et j'avais réalisé au départ un multiple. Leur salle d'exposition et leur revue de poésie s'appelait Dans la Lune. Et du coup, ils m'ont invité à exposer là-bas. Et j'ai voulu reprendre justement cette idée du cycle lunaire qui qualifiait leur espace d'exposition, et de m'inscrire vraiment dans cette simplicité, dans cette référence.
Donc du coup, l'idée, c'était un projet qui était articulé vraiment autour de problématiques liées à l'impression et à la sérigraphie. Donc le fantasme au départ, c'était vraiment d'avoir ce cycle lunaire qui soit complètement ancré au fil justement des différents passages et qui fasse émerger la Lune, soit en occultant des parties, soit en révélant d'autres, et qu'on ait vraiment 30 couches d'encre qui soient inscrites et qui permettent de dessiner ce cycle. Donc évidemment, j'ai voulu qu'on travaille ensemble avec Grégoire à la mise en espace de ce projet, que moi j'ai surtout pensé sur le plan d'impression, mais qui devait aussi s'inscrire dans l'espace à la fois pour raconter une histoire qui soit cohérente avec le projet et cette idée de temporalité, mais aussi de manière très fonctionnelle en étant une expo itinérante. Donc, en fait, il y a plusieurs contraintes de départ dans ce genre d'espace. On m'a souvent demandé de travailler sur l'itinérance des expositions. Elles n'ont pas toujours été en itinérance, mais bref. Donc ne plus se poser sur les murs, pour moi ça a été un réflexe qui est arrivé très tôt, parce que dès qu'on touche au mur, on a plein d'emmerdements en fait, quelque part. Et en plus pour l'itinérance, ça devient très compliqué. Là, il me semblait important aussi qu'on puisse s'approcher. Donc déjà, le public, c'est un centre d'art pour les enfants. oui. Donc la question de l'échelle de travail, à quelle hauteur ça se situe, etc. Voilà, des choses assez basiques, mais auxquelles il faut répondre. Et il me semblait important aussi qu'on puisse admirer le travail de sérigraphie, de ces 30 couleurs comme ça, de près, parce que y a vraiment une dimension sensible qui arrive quand on colle le regard dessus, alors que si on les voit uniquement de loin, on n'a pas cette sensation de vibration colorée. Du coup, voilà, moi, il y a aussi la question du temps, parce que il me semblait important pour rebondir sur cette idée de cycle lunaire, que ce soit le temps qui transforme l'espace cette fois-ci. Donc, au fur et à mesure de l'exposition, l'espace se ferme et on peut de moins en moins regarder les choses de près et les voir plutôt sur un plan horizontal. Parce que la question des plans, alors voilà, la question des plans dans la lecture et la mise en scène de la lecture, elle est intéressante, parce que avec le même plan, avec la même image, qu'on la mette à plat ou qu'on la mette debout, tout de suite il se passe, ça raconte complètement autre chose. Chaque jour, une lune était mise à plat, en fait, et les lunes correspondaient au mois durant lequel elles étaient exposées. Du coup, il y avait aussi la notion de la table d'impression et la façon dont on peut regarder l'image de manière frontale ou vraiment en se penchant au-dessus. On n'a pas la même approche. Et du coup, il y avait l'idée aussi que l'exposition, de manière très simple, évolue au fil du temps et qu'il y a quelque chose qu'on peut saisir uniquement dans un moment donné et que les choses se passent, après elles sont terminées et il y a cette notion justement du moment. Donc en fait, à la fin, voilà, il y avait l'expo qui était montrée à plat, donc il y a vraiment un processus aussi d'évolution dans la monstration et la façon dont l'exposition est installée. Sachant que cette exposition a été montrée à plusieurs reprises à Tinqueux et on a le plaisir de voir qu'elle continue sa route et qu'elle évolue. Je voudrais juste revenir du coup sur la question d'itinérance. Voilà, par exemple, là on voit qu'en termes de construction, c'est très basique. On a un rectangle et un triangle enchâssés l'un dans l'autre qui permettent d'avoir cette duplicité de plans possible. C'est-à-dire qu'on peut faire un plan d'affichage ou un plan de travail. Voilà, donc c'est très basique et ça se démonte, c'est sans colle ni vis. Donc une fois tout ça assemblé, je pense que ça tient dans une grande caisse, quoi. C'est facilement transportable. Et en même temps, les lunes, je trouve c'est comme des pieds en fait. Enfin, il y a cette notion aussi presque de personnage, de transformation qui peut être assez drôle et qu'on retrouve, je trouve, souvent dans le travail de Grégoire et dans d'autres projets aussi où il y a une dimension presque humoristique dans la frontalité et dans la façon dont les objets sont incarnés en réalité, dans leur côté brut.
Donc après, effectivement, les projets peuvent aussi continuer à être travaillés, se transformer. Et là, ça a donné lieu aussi à mon livre Dans la Lune, en trouvant justement une retranscription très simple avec cette correspondance entre la frontalité des lunes et la façon dont elles sont développées, toujours en page de droite dans le chemin de fer du livre. Et du coup, en trouvant voilà, des correspondances entre l'espace du livre et l'espace de la scénographie. Mais c'est vrai que c'est vraiment une exposition à la base qui a existé comme telle et qui ensuite a trouvé une incarnation différente, aussi en relation avec une technicité tout à fait différente de l'offset. Donc là, c'est un projet que je n'ai pas mené avec Grégoire au départ, qui était j'avais fait plusieurs projets de matrices typographiques en fait, qui étaient faites avec des affiches de co. L'affiche de co jouait le rôle de matrice et ensuite on pouvait transformer l'affiche en lettres. Donc ça, c'est un projet qui a eu lieu à Fontenay-sous-Bois et qui s'appelait Fontenew et du coup qui était une affiche en quadrille, en mauvaise quadrille assez rudimentaire, sur laquelle étaient peintes des lettres en noir. Et du coup, on voit cette photographie voilà, de cette installation dans la rue. Et 2 ans ou 3 ans après, ou même plus, 5 ans après cette première installation urbaine, Pierre Dichoulot nous a invités avec Grégoire à intervenir au sein d'une expo qui s'appelait Dedans les mots et qui était aussi située à Fontenay-sous-Bois. Donc je me disais que ce serait intéressant de réutiliser cette grille, étant donné que c'est au même endroit et qu'il y a cette question de la lettre et du rapport physique à la typographie, à l'échelle. Et du coup, j'ai repris la même matrice, j'ai repris les mêmes encres, mais ici, elles se sont mélangées dans des dégradés vernis. Et du coup, on a vraiment cette présence de la polychromie, mais qui du coup, là, a une circulation tout à fait différente. Et la même grille est surimprimée par-dessus les aplats, mais c'est une grille en encre grattable, noire. Et du coup, les lettres émergent par la couleur. Donc on est dans une inversion aussi de logique plastique. Et donc Grégoire a été invité à intervenir plutôt pour la mise en œuvre, la mise en espace de ces lettres. Et du coup, on a écrit, l'idée c'était d'écrire le mot muet, à la fois comme une sorte de peau d'émergence. Et du coup, Grégoire a fait des tables renversantes. On pouvait le lire, en fait, c'était le mot mu et ouais. ému selon l'angle dans lequel on se trouvait. Voilà. Ouais. Oui, là, en fait, mon intervention, elle est assez minimaliste, mais moi, j'avais une contrainte qui était d'offrir un support de travail pour les gens qui venaient gratter les affiches. C'était extrêmement laborieux. Ouais, donc le support horizontal debout et sur un support horizontal à bonne hauteur, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne. Et après, il y a toujours cette question du changement de plan qui revient et que je trouve intéressante, même dans un mouvement assez minimaliste comme celui-ci, d'une table renversante. Alors là, il y a aussi une dimension intéressante, c'est que c'est une des rares scénos que j'ai construit tout seul, parce que c'était dans mes capacités, donc c'est très basique. Souvent, on est entouré d'équipes très brillantes et qui nous soutiennent. Voilà, parce que moi, comme je vous dis, je viens de l'image et j'ai eu des problèmes techniques et donc voilà, il y a des choses que je peux pas réaliser moi-même. Voici, en fait, il y a une chose amusante dans ces tables renversantes, c'est que, en fait, quand elles sont au repos, les gens travaillent. Et quand elles sont mises debout, finalement, c'est juste pour le regard. Elles sont mises en action pour la lecture. Là, on voit le mot ému. Qui a évolué tout au fil de l'exposition. Ça, c'est un projet un peu plus récent qui s'appelle Replay et qui était dans un cadre muséal, en fait, au musée des arts décoratifs à Paris.
Et du coup, c'était une exposition dans laquelle il y avait 8 graphistes qui étaient invités à avoir chacun une salle et qui l'investissaient de façon monographique. Donc c'était comme une mini-exposition dans une exposition. L'exposition s'appelait Recto Verso. Et donc avec Grégoire, on a travaillé sur un projet de scénographie qui était assez insolite, que moi j'aime beaucoup en fait, je trouvais assez drôle et en même temps qui s'inscrit vraiment dans une logique muséale, c'est-à-dire que là on ne peut pas manipuler les objets, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas les toucher, donc il y a vraiment cette notion de vitrine et de quelque chose d'un peu figé, mais du coup on s'est appuyé sur cette contrainte du musée et cet esprit du musée pour le proposer, pour faire une proposition scénographique assez insolite. Donc, alors, il y a une évidence, mais les évidences mettent toujours du temps à apparaître. C'est que si vous prenez une vitrine et du graphisme, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Enfin, le flipper apparaît assez vite, mais bon, voilà, c'est. Il y a cette dimension aussi, un objet populaire qui pour nous est intéressante et finalement, parce que dans le graphisme, il y a cette approche aussi qui n'est pas forcément figée, qui peut être mainstream, qui est dans une générosité et une approche différente de la valeur des choses et du coup la valeur des objets. Et du coup, ça nous semblait une analogie intéressante aussi par rapport au fait d'imaginer des petits ensembles, parce qu'en fait, dans les flippers, il y a vraiment une logique thématique, une couleur presque et une organisation qui à la fois renvoie évidemment au jeu, parce que c'est une notion qui, moi, dans mon travail, est très importante et omniprésente, justement, cette idée du jeu et de l'interaction justement avec le lecteur. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir un espace vertical pour montrer des affiches et un espace horizontal, justement, avec cette présence de l'affiche comme fond qu'on a pu avoir à Gentilly, mais qui ici, justement, est à la fois un espace d'occupation graphique, mais aussi un espace, je dirais, presque en toute modestie, mais curatorial, parce qu'il est quand même un espace limité. Mais du coup, les affiches entraient en résonance avec les objets qui étaient montrés dessus. Alors, on retrouve bien sûr cette idée de différents plans de lecture et aussi il y a une chose amusante dans cette réalisation, c'est le rapport d'échelle, puisque bien sûr, on voit, là vous voyez le plan, c'est les deux flippers surdimensionnés qui ont trouvé leur échelle justement sur une base de travail des affiches 120-176 qui peut être un format assez ingrat quand on a des petits espaces comme ça à travailler ou à occuper. Donc voilà, c'est amusant de voir ce surdimensionnement dans cette petite chambre. Et donc du coup, il y a aussi ça met en scène le merveilleux de toutes les petites choses qu'avait installées Fanette à l'intérieur. Donc il y avait vraiment comme ça énormément de choses imprimées à regarder. C'était plutôt bien éclairé, il y avait des miroirs, donc ça faisait comme ça. Il y avait vraiment un esprit merveilleux. Ouais. Il y avait un espace qui était plutôt dédié aux identités visuelles, un autre aux ouvrages de commande, un autre aux ouvrages sur la thématique du cosmos et sur tout le travail que j'avais mené à la Villa Médicis. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que tous les travaux qui sont, alors là on voit pas très bien, mais les travaux in situ, c'est-à-dire d'installation sur lesquels j'ai pas mal travaillé, qui ne rentraient pas évidemment dans le flipper, étaient montrés sous forme de petites cartes en fait, qui étaient pliées et qui permettaient de montrer des photos de différents travaux installés in situ ou de processus de travail, de calage ou de projets variés. Donc ça permettait aussi d'avoir une présence un peu condensée de beaucoup de projets. Une anecdote assez amusante, c'est que tous les flippers à la fin de l'exposition ont fini dans mon atelier puisque ça devait partir à la benne. Et donc, avec mon colloque d'atelier, on a récupéré tout le bois et en fait, on a construit tous nos bureaux, notre cuisine à l'atelier grâce au flipper. Et une des scénographes qui travaille à l'atelier aussi a une aile de ce flipper comme bureau. Donc moi, je le vois encore régulièrement. Et le soir du vernissage,
au musée des Arts Déco, j'ai eu comment dire, c'était horrible. J'ai constaté qu'il y a quelqu'un qui avait glissé un ticket de métro entre les deux vitres. Et du coup, il a fallu que les personnes, les régisseurs sortent la vitre. Enfin, c'était hyper délicat. Tout ça à cause d'un idiot qui a glissé le ticket. C'était assez drôle aussi. C'était assez technique quand même. Moi, c'est la première fois que je travaillais avec du verre, par exemple. Et dans Chasser, en fait, il fallait qu'on puisse glisser, il y avait 2 glissières de chaque côté, qu'on puisse glisser et venir fermer tout ça délicatement à la fin. Donc c'était vraiment un millimètre près et on a eu quelques sueurs quand même à cet endroit-là. Alors le projet suivant est un peu à part. Clarinette. Un peu à part dans notre collaboration, c'est parce que c'est un projet qui est issu du coup de commandes, qui n'est pas une exposition où on avait carte blanche, mais il répond vraiment, donc il y a toujours cette relation entre la mise en espace, la scénographie et l'aspect graphique, mais ici dans une dimension vraiment fonctionnelle et à la fois expérimentale. Donc on a été invité par l'ENSAD Lab à imaginer un objet qui puisse s'inscrire dans les posters sessions. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'événements. Ce sont des rencontres entre chercheurs scientifiques où ils mettent leurs posters, ce qu'ils appellent posters, c'est-à-dire une restitution de leurs recherches, et où ils se rencontrent. Donc c'est souvent dans des gymnases, dans des grands amphithéâtres, et du coup chacun pose son poster, mais souvent c'est fait sur des grilles, les posters sont pas très bien mis en page, et il y a des dispositifs qui sont pas forcément très pensés pour montrer, pour restituer leurs recherches, et du coup on a eu pour mission d'imaginer un système justement qui puisse être plié, qui puisse être rangé facilement, et où les posters scientifiques pourraient se déployer. Il y a aussi une des contraintes, c'était comment parce que tous les posters réalisés lors des sessions posters sont vraiment en 2D et c'est assez lassant en fait. Il y a comme ça, on les enchaîne les uns après les autres, ils sont à moitié dessinés, voire même très peu. Tous les corps de texte sont au même niveau, etc. Enfin bref, c'est assez inconfortable. Et en fait, nous, ce qu'on a imaginé aussi, c'est une nouvelle pratique en fait de cette session poster, c'est-à-dire d'imaginer qu'on puisse tourner autour de cet objet, que ça puisse installer une narration aussi dans la présentation en plusieurs temps. Voilà, donc ça, c'était aussi une chose assez importante avec ce kit. Ouais. Et il y avait aussi, d'un point de vue métaphorique, imaginer une forêt aussi au final avec ce système d'arbres, qui puisse être déployé de manière à chaque fois différente par les scientifiques pour s'adapter justement au contenu et permettre d'avoir une sorte de forêt de recherche. Donc on a travaillé sur justement cette relation aussi de la structure et d'un espace graphique, mais qui soit assez souple. Et du coup on est parti sur le tissu, parce que finalement le tissu nous semblait l'impression disons de la recherche et de la mise en page du poster sur tissu nous semblait intéressante d'un point de vue aussi fonctionnel, parce que ça peut être transporté facilement, ça peut pas se déchirer, etc. Ça prend peu de place. Ouais, ça prend peu de place, et puis on peut imaginer toutes sortes de tissus aussi pour personnaliser un peu la présence de l'objet. Et le tissu permettait aussi parfois d'avoir de très grandes longueurs, et donc de pouvoir même actionner ce bout de tissu pour faire comme une action un peu cinématographique. On voit là que par exemple la très grande longueur, il y avait tout un schéma, une suite de schémas qui expliquait une démarche scientifique. Donc ça, c'était assez amusant de voir la manipulation de... Parce que les chercheurs, effectivement, ils activaient aussi, ils sont présents à côté de leur arbre, et du coup, ils pouvaient vraiment tourner autour, faire bouger le tissu pour expliquer leurs propos. Et du coup, ce qui est drôle aussi, c'est que les logos, ils sont imprimés de manière individuelle, donc on peut aussi, si on en enlevait un, si on n'est plus, il y a un partenaire qui se retire, on peut toujours enlever le logo, et du coup, il y avait un côté assez drôle aussi dans la façon dont
sont organisées. Donc ça matérialise aussi un ensemble d'informations qui normalement cohabitent sur un espace un peu standard et qui là prenaient voilà, même de manière, parce que finalement les logos les laboratoires sont souvent soutenus sur plusieurs années par des partenaires, donc ça permettait aussi d'avoir une sorte de collection de logos, de les organiser, enfin ça donnait une présence différente aux contraintes graphiques. Il y avait un travail aussi assez manifeste sur les schémas, parce que aussi on voulait aussi montrer comme ça que toutes ces choses, ces données, qu'on pourrait appeler de l'infographie, enfin tout ça, ça peut être travaillé, ça peut être soigné, enfin voilà, travailler vraiment sur l'envie de lire, l'envie de découvrir. Et du coup, ça aussi, le kit, on avait pensé qu'il puisse être travaillé par d'autres personnes aussi. Donc il y avait aussi un choix typographique, il y avait un ensemble de choses, une technique d'impression. On a pu confier, parce qu'en tout il y a eu 7 arbres, je crois, 3 arbres, mais dont 7, avec 7 contenus qui ont tourné. Et on a confié la suite aussi à 2 jeunes graphistes, Quentin Juel et Dimitri Charel, qui ont réalisé donc aussi des posters à partir de ce kit. Donc c'était assez amusant de voir. L'idée c'était que c'était un système qui pouvait être approprié par d'autres graphistes et qui pouvait vivre de manière assez différente aussi selon la sensibilité de chacun. On avait fait aussi fabriquer une sorte de petite valise justement dans laquelle, on la voit en haut dans la photo du haut, là, dans laquelle tout entrait et justement elle était pendue à l'arbre à poster avec un tableau parce qu'ils ont toujours besoin de faire des démonstrations aussi avec des schémas. Donc on avait pensé à différentes voilà, on s'appuyait vraiment sur les besoins des chercheurs. Donc c'est intéressant cette relation justement dans 2 types de recherche, hein, finalement une recherche scientifique et nous comme chercheurs entre guillemets graphistes et designers. En fait, on avait travaillé une espèce de sac surdimensionné, comme un sac à dos de voyageur, mais adapté vraiment aux besoins comme ça des scientifiques, puisque là, celui que vous voyez Olivier Jochot, que vous voyez sur la photo, lui, comme ça, était très en demande de beaucoup de choses comme ça, utiles pour la présentation. Donc c'était un espèce de sac bizarre qu'on a fait réaliser par une couturière Ouais, c'était intéressant. En tout cas, ça nous a mis face à des problématiques qui étaient, comme la plupart des commandes, c'était très, très stimulant. Alors, enfin, les feuilles volantes, donc l'exposition peut-être que vous avez pu voir ici. Donc, c'est un projet, quand Jean-Michel m'a proposé de faire une expo monographique au Cygne, du coup, il me l'a proposé il y a au moins 3 ans. Donc, c'est vraiment un projet que j'ai pu réfléchir et ensuite avec Grégoire depuis assez longtemps, donc qui a mûri voilà, sur un temps assez long, ce qui est toujours un grand luxe quand on peut laisser émerger les choses de cette manière. Et donc pour moi c'était aussi la question de comment dire, parce que j'ai fait une résidence au début de ma vie professionnelle, donc à partir de 2006-2007 jusqu'à 2009, qui avait été restituée dans l'Incroyable, où j'avais initié ce travail justement en commandant des textes littéraires à des auteurs pour en faire des livres. Donc il y a Christelle ici présente, qui est directrice de l'école de Nancy maintenant, mais qui travaillait ici, qui était directrice du pôle graphisme, ce qu'on appelle à l'époque le pôle graphisme, c'est-à-dire elle coordonnait toutes les activités autour du graphisme pendant toute l'année, et elle gérait justement la résidence à Chaumont. Donc moi, le fait d'être invitée une quinzaine d'années après, une quinzaine d'années après, à venir exposer ici, pour moi, c'était très émouvant aussi parce que c'est un peu comme un retour, alors que mon travail, justement, la chance d'avoir pu faire cette résidence, ça m'a permis de développer tout un travail éditorial au fil du temps, qui m'a permis de vraiment faire aussi la résidence à la Villa Médicis et d'envisager plein de projets personnels. Et du coup, à l'époque, on devait faire 5 ouvrages et on n'en avait fait que 4, parce que je ne vais pas raconter toutes les péripéties, mais du coup, ça avait été un peu compliqué avec l'un des auteurs et on n'avait pas pu faire le 5e ouvrage.
Et moi, ça restait toujours comme une sorte d'obsession. Je me suis dit, c'est dommage, et j'avais vraiment l'envie à l'époque de travailler sur la mise en forme d'un polar, parce que la ville de Chaumont me paraissait assez propice à l'écriture d'un polar. Et moi, j'avais envie aussi de mettre en page, d'en mettre en page un, parce qu'il y a cette question aussi du genre, du stéréotype, des conventions de mise en page, etc., qui est toujours une question omniprésente en tant que graphiste, et comment à la fois les revisiter, s'appuyer dessus, etc. Enfin, c'est toujours des tensions qui sont intéressantes à travailler. Donc, c'était l'occasion aussi de revenir sur les lieux du crime, entre guillemets, et donc c'est pour ça que j'ai proposé une exposition qui soit un peu dans la suite de ma résidence à Chaumont, et comment j'ai pu justement déployer tout un travail éditorial grâce à cette résidence, et du coup voir le prolongement de cette résidence au fil de 15 années, et donc en montrant un travail autour du livre, mais aussi en montrant comment, en tant que graphiste, on peut se positionner par rapport à un projet éditorial. Donc là, ce ne sont pas des projets de commande de façon... voilà, ce qui constitue quand même le cœur de ma démarche, c'est plutôt des projets, des pas de côté, qui sont à la fois des livres personnels que j'ai pu faire, notamment avec les éditions du livre, mais pas seulement, mais aussi des livres où j'ai invité des auteurs à écrire, enfin voilà, avec des collaborations avec d'autres personnes, des livres qui prennent des formes avec des enjeux assez différents. Donc tout ça pour dire que j'ai voulu inviter Grégoire à travailler avec moi sur ce projet. Et alors encore de nouveau avec un lieu où on ne peut pas toucher au mur, donc qu'est-ce qu'on fait? La chance dans cette salle d'exposition, c'est qu'il y a plein de choses pour suspendre. Déjà, ça ouvre des possibles. Pour rebondir sur ce beau concept de feuille volante qu'a initié Fanette pour cette exposition, qui consiste aussi à rejouer tout son travail, mais avec une colorimétrie différente, et à offrir ça généreusement et à l'éparpiller un petit peu dans tout l'espace de l'exposition. Moi, j'ai voulu rebondir aussi donc, par rapport à cette histoire de feuilles volantes, par une réaction assez simple qui sont des tables volantes. Ça paraît un peu basique comme ça, dit comme ça, mais en fait, il y a tout un travail de simplification, et on passe par différents scénarios, bien sûr, quand on construit un espace comme celui-ci. Et je pense que la plus grande difficulté sur ce projet, c'était d'où sa forme, qui est plutôt monolithique, hein, même si elle est fragile et tenue par des bouts de ficelle, par des ceintures de judo. Toute la difficulté, là, c'était de comment faire tenir au sein d'un monolithe comme ça toute cette générosité et ces feuilles volantes enfin voilà, ça aurait pu vite devenir un joyeux bordel dans tout l'espace. Mais voilà, le fait de le concentrer sur des tables, puisque la table c'est aussi un objet pour la consultation qui est assez bien fait, hein. Réinventer la table, réinventer la roue en permanence, c'est ce qu'on fait, et avec plaisir. Et donc il y avait l'idée aussi de donner une présence scénographique à des objets qui sont par essence petits, car ce sont des livres, et du coup comment les faire exister. Alors des livres sur lesquels je suis à chaque fois impliquée, mais qui ont des formes et des formats différents. Et du coup, l'idée, c'était effectivement de montrer voilà, qu'il y a une présence visuelle assez forte du papier et des livres. Et aussi, justement, ce qu'on a travaillé, c'est la relation à la couleur. Donc, les livres sont montrés dans des encoches qui reprennent un peu comme les jeux pour enfants de correspondance, des jeux en bois dans lesquels une forme s'emboîte dans une autre. Donc l'idée, c'était de créer, effectivement, parce qu'il fallait que les livres aient un emplacement. Donc on s'est posé la question, on est passé par plein d'hypothèses, comme mettre des boîtes, une sorte de bibliothèque. Donc au départ, on était sur du mobilier qui pouvait bouger,
sujets, sur des roues. Enfin, on a eu plein d'idées différentes. Mais du coup, en fait, cette idée d'un jeu à la fois qui reprenne un peu le jeu pour enfants, qui puisse se présenter à la fois comme un mini-podium pour les livres et les feuilles volantes, et aussi pour un espace de rangement, un creux. Ça nous semblait intéressant parce qu'il y a cette idée aussi du volume, et ça reprenait finalement le volume des livres. Donc le fait aussi de pouvoir, ça permettait de donner un emplacement, mais qui soit dessiné, de manière comme s'il y avait une sorte de souffle de vent qui était passé. Donc ça renvoie vraiment à cette fragilité, à cette mobilité de la feuille, mais tout en ayant une présence assez manifeste. Ça permettait aussi, par exemple, la difficulté parfois dans un espace aussi minimaliste entre guillemets au niveau de la scénographie, c'est les boîtes, les creux. On n'a rien jeté, on a tout réutilisé, mais aussi ça permettait de donner du relief à cet ensemble qui est assez fragile, mais voilà, qui est en même temps en lévitation. La lévitation aussi donne une tension à l'ensemble, puisque c'est rare de voir les choses mises en suspens. Donc il y a aussi un travail sur la couleur à plein de niveaux, parce qu'il y a à la fois l'intervention de Grégoire, par exemple, sur le choix des couleurs des ceintures. Donc il y a une gamme autonome, il y a la gamme des livres en soi, parce que chaque livre présente sa gamme de couleurs. Il y a aussi les couleurs justement des éléments en bois que j'ai réalisés en direct ici lors de l'installation. Et du coup, c'était fait en relation avec la couleur des ouvrages, mais ça ne reprenait pas la couleur, parce qu'il fallait que l'ouvrage ressorte, donc il ne fallait pas une retranscription littérale de la gamme, mais plutôt quelque chose qui soit mélangé en direct pour créer un rapport vivant avec chaque livre. Et du coup, il y a aussi les couleurs des... Je les ai retrouvées de mémoire. Oui, de mémoire. Il y a les couleurs des fanions aussi, donc ces grands fanions qu'on retrouve en haut et qui représentent justement, qui sont des 120-176 pliés en deux et qui sont imprimés recto verso avec des aplats. Et ces aplats reprennent les couleurs des feuilles volantes à proprement parler, qui sont présentées au sein de l'expo et à disposition du public. Et de chaque ouvrage, il y a une feuille qui a été réimprimée, que j'ai désarchivée, que j'ai choisie, et du coup qui a été réimprimée dans d'autres couleurs. Donc il y a eu 2 impressions de feuilles volantes, il y en a une il y a 6 mois et tout récemment, qui du coup revisite l'ensemble des pages qui sont extraites des livres, comme un livre en soi, dont je disais la reliure n'est pas matérielle, mais justement immatérielle. Et du coup, il y a cette idée aussi de proposer au public de s'emparer de ces feuilles et de pouvoir les emporter chez lui. Oui, bien sûr. Alors, justement, parce que je n'ai pas travaillé qu'avec Grégoire pour les expositions, j'ai aussi travaillé à plusieurs reprises avec Pernelle Paulier, qui peut être dans la salle, qui est designer et scénographe, et qui a une approche justement tout à fait différente de Grégoire, et qui a mis en forme et scénographié plusieurs de mes expositions, notamment une exposition personnelle qui s'appelait Swing, qui était à la bibliothèque de Saint-Herblain en 2017, et aussi auparavant Pandrame et Papillon dans la galerie de l'école des Beaux-Arts de Nîmes. Donc pour ces 2 expositions, Pernelle avait réalisé un superbe travail. Et c'est vrai que j'ai voulu continuer, parce que j'ai pas envie de renoncer à ma collaboration avec Grégoire, mais en même temps, la collaboration avec Pernelle a ouvert d'autres portes qui sont vraiment intéressantes sur le plan de la couleur, notamment parce qu'elle a une approche très personnelle de la couleur et très engagée par rapport à la couleur et aux matériaux. Et du coup, j'ai pensé que c'était intéressant de l'inviter à participer aussi à cette expo, qui est importante pour moi, cette expo des feuilles volantes, mais par le biais de presse-papier. Donc elle a conçu des presse-papier qu'elle a réalisées à partir de certains de mes ouvrages qu'elle a choisis. Et elle a justement proposé à la fois une forme et une interprétation chromatique. Et du coup, il y a ce rapport aussi, à l'objet imprimé,
qui à chaque fois est rejouée avec Pernel parce qu'elle a créé pour des systèmes en fait d'affichage. Par exemple, elle a créé des maillettes géants pour une exposition swing. Elle a créé un système d'épingles justement géantes pour des affiches pour l'exposition sur les papillons. Donc elle crée des objets qui ont une interaction comme ça avec l'objet imprimé et qui ont une présence à la fois très subtile mais très volontaire dans l'échelle et dans la relation à la couleur, très affirmée. Donc je trouvais intéressant qu'il y ait tout ce lien justement à un espace entièrement conçu et à la fois qui ait une force et qui soit à la fois léger et affirmé, conçu par Grégoire, et qu'il y ait aussi cette relation à l'objet à l'intérieur de ce dispositif. Je pensais que ça pouvait cohabiter plastiquement, même si on est sur des approches assez différentes finalement. Il faut qu'on rentre dans le thème. Oui, c'est un ensemble composite. Donc voilà. Et juste moi j'aimerais remercier les équipes du CIM, parce que vraiment on a été pour cette exposition super bien entourés, oui. Vraiment des conditions de travail exceptionnelles. Merci à tous parce qu'ils ont tous porté le projet. C'est important, je pense que c'est rare qu'on ait été aussi bien entouré, je pense. Mais voilà, oui, et qu'on ait un contexte aussi favorable pour montrer notre travail en tant que graphiste, c'est vraiment une chance. Ça a l'air tout simple comme ça, cette espèce d'objet en lévitation, mais je peux vous dire que c'était compliqué à installer. Oui, c'est sûr. Et donc à suivre, parce qu'on est sur un nouveau projet qu'on travaille actuellement pour faire des poupées à habiller pour des bébés qui prennent place dans un camion. Et Grégoire fait un beau dispositif. Donc voilà, on continue de bien s'amuser. Comment ça se passe pour la suite? Est-ce qu'elle a le temps pour des questions ou pas sinon? Okay.